Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Cette semaine, deux choses très marquantes. Première chose, on a un signal sur le Bitcoin, un signal fort qui s'est produit lundi, qui a été validé mardi. Je vais tout vous expliquer dans la partie de crypto de cette vidéo. Vous allez voir, il y a potentiellement un swing trade. Donc là, pour le coup, ça va être sur une certaine direction que vous connaissez probablement déjà sur le Bitcoin. Et vous allez voir que le potentiel de décalage, il est quand même assez important. Deuxième chose, mercredi, jeudi et vendredi, on a eu nos screeners de bourse, d'actions qui se sont remplis d'un coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que depuis le mois d'octobre, je ne vous présente plus aucune opportunité sur les actions dans cette vidéo hebdomadaire parce que les screeners sont vides. Et là, en l'espace de 3 jours, il s'est passé un truc incroyable. Les acheteurs sont revenus en force. Est-ce que ça veut dire que le marché baissier est terminé? Est-ce que ça veut dire que finalement l'année 2019 va se transformer en un énorme bull market ou pas? Eh bien, je vous donne toutes les réponses à ces questions dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est chirurgical, hein, c'est très précis, c'est bien timé, c'est une histoire de cycle. Donc cette vidéo est probablement la plus importante du mois de février, donc soyez attentifs et c'est parti. Allez, on est parti pour le trader mindset de cette semaine et on va parler du plus gros hold-up de notre ère qui a été révélé par un certain lanceur d'alerte qui est assez atypique, c'est Monsieur Vidéo de Motivation. Alors là, vous dites, ça y est, de quoi est-ce qu'il va nous parler encore, Cédric? C'est le but du trader mindset de chaque semaine, c'est d'essayer de faire des parallèles un petit peu avec des choses atypiques et la bourse. Donc, vous l'avez probablement remarqué, depuis quelques années, vous utilisez YouTube et les réseaux sociaux et il y a de plus en plus de vidéos de motivation qui fleurissent sur ces réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ce sont les vidéos qui sont les plus vues quand vous regardez les stats sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Les vidéos qui sont les plus virales et les plus vues sont des vidéos de motivation. Donc, du coup, moi, je me suis posé deux questions par rapport à ces fameuses vidéos de motivation. La première question, quelle est-elle? Elle est, quel message transmettent ces fameuses vidéos pour avoir autant de succès? Alors, ma réponse, c'est que ces vidéos transmettent toujours le même type de message. Le premier, c'est qu'il faut souffrir pour réussir. D'ailleurs, sur la plupart des vidéos, il y a marqué « no pain, no gain ». À un moment ou à un autre dans de la vidéo, elle dure entre 1 minute et 5 minutes, il y a toujours le « no pain, no gain » qui apparaît quelque part. Et ensuite, tout au long de la vidéo, il y a en général l'histoire d'un héros qui a dû surmonter de nombreuses douleurs, qui a fait des sacrifices qui ont été horribles pour lui permettre de passer d'une situation A à carrément une situation Z. Et là, on se dit que suite à toutes ces douleurs, lui-même a dû consommer un paquet de vidéos de motivation au moment de chacune de ses galères. Bon, bref, voilà c'est quoi une vidéo de motivation sur YouTube. Du coup, la deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a autant besoin de motivation dans nos vies, puisque si on regarde ces vidéos, c'est quelque part, c'est un besoin. Ces vidéos répondent à un besoin que l'on a. Donc, ma réponse, nous avons besoin de motivation car nous sommes conditionnés par notre éducation à souffrir pour réussir. Voici les phrases qui ont bercé mon enfance et vous pouvez me dire si vous aussi en commentaire ces phrases ont bercé ou non votre enfance et s'il y a eu d'autres phrases qui ont bercé votre enfance et qui s'apparentent un petit peu à celle-ci. Alors, travaille dur et tu auras un meilleur poste. Et là j'ai envie de dire comme les mineurs de charbon. Travaille très dur, ils ont des meilleurs postes. Travaille plus, fais des heures sup, entre guillemets, sacrifie ton temps et tu auras un plus gros salaire. C'est-à-dire comme la plupart des employés de notre pays, ou en tout cas d'Occident, et qui tournent un tout petit chouïa au-dessus du SMIC. Là encore, je vous demande de faire appel à votre sens analytique. Est-ce que la vérité de ces phrases, de ces deux phrases, se manifeste dans la matière? Est-ce que dans la vie de tous les jours, quand on vous dit ça, eh bien, ça se répercute par un résultat qui est réel? La réponse est non. Fais des études et tu deviendras quelqu'un de respecté. Tout comme l'écrasante partie de la population occidentale qui est maintenant diplômée, tout le monde, ou les 80, je crois que les stats au bac, maintenant c'est 80% de la population à son bac. Pareil, énormément de jeunes font des études, ils ont tous des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5.
et ils ne sont pas pour autant mieux considérés par la société puisqu'ils se retrouvent à faire des petits boulots. Ils ont pas le statut social qu'on leur avait vendu, qu'ils auraient en faisant des études. Et puis du coup, ça nous mène à quoi? Ça nous mène à des gens qui essaient de trouver justement le respect au travers des réseaux sociaux, au travers d'une vie fantasmée sur Facebook en s'affichant dans des situations qui ne sont pas leur réelle vie. Donc l'histoire de faire des études pour être mieux respecté, ça marchait certainement dans l'ancien paradigme, même ça marchait à l'époque, mais dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde a ces fameux diplômes, ce n'est plus un facteur différenciant. Ce n'est pas ça qui permet d'avoir un statut ou un titre qui nous différencie des autres et qui fait que l'on est plus respecté que ses congénères. Alors effectivement, lorsque nous devons faire face à toutes ces désillusions, toutes ces belles phrases qui ont bercé notre enfance, il nous faut des heures de vidéos de motivation pour nous rassurer. Alors pour nous rassurer à quoi? Eh bien tout simplement parce que on éprouve le besoin viscéral d'entendre que nous sommes sur le bon chemin. On a besoin d'être rassuré que ce que l'on fait, c'est la bonne chose. Car on se dit que si lui, là, dans la vidéo de motivation, il a réussi, c'est parce qu'il se fait encore plus mal que moi et donc il faut que j'en fasse encore plus de douleur. Pour moi, ce mouvement de foule, eh bien, il traduit une chose. C'est le hold-up de la matrice sur l'ancien paradigme. Donc la matrice, elle a utilisé le peuple pour créer l'ancien paradigme, c'est-à-dire construire le monde dans lequel on évolue encore actuellement, ou en tout cas les stigmates du monde dans lequel on évolue actuellement ont été construits dans l'ancien paradigme, ce qui est une bonne chose en soi. Et tout notre conditionnement mental a été fait sur des valeurs qui poussent l'homme vers le travail, la souffrance et le temps de travail. Et du coup, pour pousser un être humain à s'infliger ce genre de choses, il faut lui laver, pas lui laver le cerveau, mais il faut lui faire prendre conscience que ce sont des bonnes valeurs, non pas des mauvaises valeurs. Si on nous avait éduqué en nous disant que c'était des mauvaises valeurs, jamais on n'aurait pu construire le monde dans lequel on vit actuellement. C'est pour ça qu'en soi, ce n'est pas du tout une mauvaise chose, c'est une bonne chose, sauf que ce que je veux vous dire, c'est que ce modèle, il est obsolète. Actuellement, on entre dans l'ère de la digitalisation et de la robotisation. Et ces deux valeurs que sont le temps de travail et la pénibilité, elles n'ont plus raison d'être. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes entrés dans un nouveau paradigme dans lequel nous avons inventé des machines et des processus pour nous soulager justement de ces deux valeurs que sont le temps de travail et sa pénibilité. D'où cette perte de repères et de valeurs que vit actuellement notre peuple occidental et qui se traduit par des millions de vues sur des vidéos de motivation parce que l'on fonctionne toujours avec l'ancien système de valeurs, de l'ancien paradigme, alors que nous sommes dans un nouveau paradigme et que nous avons besoin de faire appel à un nouveau système de valeurs. Donc, ce qui nous amène à l'éveil des consciences. Pour accueillir et embrasser ce nouveau paradigme, il faut vraiment prendre du recul. On a le choix entre taper avec douleur sur un mur pour pouvoir dépasser ce mur ou trouver une porte juste sur la gauche ou sur la droite, l'ouvrir avec agilité et passer. Donc, à l'époque, si l'on voyait un mur en béton, il suffisait de taper dessus à coups de douloureuses répétitions pour faire un trou et avancer. Aujourd'hui, les murs sont tous blindés. Mais il y a des petites portes partout. Et la problématique de notre époque, c'est justement d'ouvrir les yeux et commencer à emprunter ces nouveaux passages. Alors certes, il faut travailler dur et souffrir, mais de temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps. Le fait de travailler dur et de souffrir, ce n'est pas un état qui doit être permanent. Et ce n'est pas non plus valorisant. Dans le paradigme dans lequel on est, ce n'est pas valorisant. Les valeurs du travail et de la pénibilité ne devraient jamais être le moteur de nos actes. Elles ne sont que des conséquences, des épiphénomènes que l'on est obligé d'encaisser de manière aléatoire et cyclique. Ce sont des choses qui s'imposent à nous, ce ne sont pas des choses vers lesquelles on veut aller. C'est d'ailleurs à nous de les prévoir au mieux dans notre agenda. Donc vous faites un agenda sur un jour, une semaine, un mois, une année, 5 ans, 20 ans, une vie. Lorsque on est dans ce paradigme-là, on doit faire des projections sur ce que l'on veut être à court terme, moyen terme et long terme
et on est obligé d'accueillir ces cycles de charge où on va beaucoup travailler, on va beaucoup avoir de la pénibilité, du temps de travail, mais ça ne doit pas être un état, comme je vous l'ai dit, permanent. C'est simplement quelque chose qui est prévu à l'avance, c'est des cycles, et c'est prévu dans un agenda, et on sait quand ça arrive, et on s'y prépare, et du coup, on peut anesthésier la douleur ressentie pendant ce genre de cycle de charge. Donc l'homme du nouveau paradigme, vous l'avez compris, il doit fonctionner avec un esprit qui est beaucoup plus éveillé, agile et Pareto, la fameuse loi du 80-20. La souffrance et le temps de vie sans cesse sacrifié, ce fameux temps que l'on sacrifie pour obtenir un salaire, eh bien c'est devenu obsolète à l'heure actuelle, en tout cas dans la société occidentale. Lorsque l'homme aura embrassé ce changement de paradigme, il est probable que les vidéos de motivation sur YouTube récolteront le moins de vues sur Internet. Donc maintenant, on va faire le pont avec la bourse. Les meilleurs spéculateurs ne souffrent pas. Contrairement à ce qu'on peut vous faire croire à Hollywood ou dans les romans, un bon spéculateur, c'est pas un spéculateur qui se met en souffrance et qui se met en situation de danger. Alors quand je dis meilleur, je ne parle pas de ceux qui concourent pour la plus grosse plus-value, pour le plus gros pourcentage de réussite ou pour le plus gros record de performance en un minimum de temps. Ça relève du domaine du spectacle et de l'exploit et même de l'inspiration parfois. C'est le genre de choses en fait qui va nous faire payer 10 € une place de cinéma pour aller nous divertir le week-end. Vous avez vu, le maître mot, c'est divertir le week-end. Ce genre d'approche à sensation, c'est du divertissement. Mais quand il s'agit d'être au contact de la réalité, il faut arrêter de vouloir servir ce genre d'objectif spectaculaire. Il faut devenir transparent et honnête avec soi-même, ce qui va nous permettre de nous recentrer sur des valeurs nobles et plus humaines. Les nouvelles valeurs de ce nouveau paradigme réclament beaucoup d'auto-analyse et ce n'est pas délégable ni à l'État, ni à un secrétaire, ni à votre entourage. C'est un travail qui est personnel et qui doit être vraiment affronté les yeux dans les yeux avec vous-même. C'est ce qui va faire qu'un immeuble ne bouge pas pendant plusieurs siècles parce que ses fondations sont solides. Les meilleurs spéculateurs n'ont jamais besoin de faire appel à leur sang-froid car ils ne font jamais d'actes pour se retrouver dans une situation où la charge émotionnelle est forte. Le moment où on a besoin de faire appel à son sang-froid, c'est quand on est en charge émotionnelle extrêmement élevée et on doit se maîtriser pour pas craquer. Mais le bon trader, jamais il ne se retrouvera dans ce genre de situation parce qu'il a mis des garde-fous partout autour de lui pour ne jamais franchir cette fameuse ligne rouge où la charge émotionnelle serait trop forte et où il devrait faire appel à son sang-froid. Un bon spéculateur, les meilleurs spéculateurs, ils naviguent 100% du temps avec une charge émotionnelle qui est cadrée et contrôlée. Cela n'est rendu possible qu'avec une maîtrise chirurgicale du plan de trade, du money management et d'une connaissance pointue de sa propre tolérance au risque. Donc si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ces choses-là, je vous ai préparé le replay d'une webconférence que j'avais donnée il y a un temps. Il y a un énorme PDF aussi. Je vous apprends toutes ces choses-là sous 5 phases. Vous allez forcément passer par chacune de ces 5 phases si vous voulez devenir un spéculateur rentable. Donc je vous explique moi-même mon parcours au cours de chacune de ces phases et mon meilleur conseil tout simplement pour passer les 5 phases le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'au lieu que ça vous mette 10 ans ou 15 ans à les passer, eh bien vous les passerez en l'espace de 1, 2, 3 semaines si vous êtes vraiment attentif au replay de cette webconférence. Donc le lien est en description de cette vidéo, juste en dessous. Vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire à la webconférence et vous allez voir, il y a pas mal de contenu qui est donné dedans. Il y a aussi beaucoup d'exemples de trades, des différentes stratégies, opportunités de spéculation, de swing trading et tout ça est argumenté par les fameuses 5 phases. Allez, on est parti pour le sentiment de marché sur ce graphique en hebdomadaire du SP500. Comme vous le voyez, depuis la deuxième semaine du mois de janvier, on a réintégré ce range. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière et depuis qu'on a cassé par le bas ce range, à mon sens, on est rentré dans un marché baissier tout simplement parce que là, ça, c'est un rebond technique et si on relance une vague baissière, il y a de fortes probabilités
pour que cette vague baissière enclenche véritablement le marché baissier. Là, on a eu un signal ici qu'on entrait dans un marché baissier. Dans un marché baissier, cela implique qu'on ait beaucoup de volatilité. Donc ce genre de remontée comme ça, c'est tout à fait logique et normal. Si vous analysez tous les marchés baissiers, ce genre de rebond technique au sein d'une tendance baissière, c'est tout à fait logique et normal. Maintenant, cette semaine, particulièrement mercredi, jeudi et aussi hier, vendredi, on a nos screeners qui se sont anormalement remplis d'opportunités. C'est-à-dire qu'on n'avait pas eu ça depuis le mois d'octobre. C'est-à-dire que depuis octobre, si vous suivez mes vidéos hebdomadaires, j'ai arrêté de vous présenter des opportunités de swing trade en hebdomadaire ou en daily parce qu'il n'y avait pratiquement plus rien à se mettre sous la dent. Donc, par simple principe de risk management, de money management, je ne veux pas vous présenter des opportunités qui sont de mauvaise qualité juste pour le fait de vous présenter quelque chose. S'il n'y a rien d'intéressant, je vous présenterai rien tout simplement. Donc ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois que dans cette vidéo hebdomadaire, il n'y a plus d'opportunités sur les actions qui sont présentées. Là, croyez-moi, mercredi, jeudi, vendredi, les screeners se sont remplis de manière absolument anormale. J'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que cette semaine, je remonte, je me remets à mettre des opportunités intéressantes ou pas sur les marchés? Ma réponse est non. On va attendre qu'on repasse dans une situation de range avéré ou si on passe dans une nouvelle vague de marché baissier avéré avant de présenter soit des opportunités à la baisse si on passe dans un bear market, c'est-à-dire dans une nouvelle vague de marché baissier, ou si on valide le fait qu'on rentre dans un nouveau range. Là, à ce moment-là, si on valide ce statut-là, je partirai du principe qu'on est en mode sécurisé pour reprendre des swing trades à la hausse avec un money management de type range ou à la baisse avec un money management de type bear market, marché baissier. Donc, comment est-ce que ça va s'organiser? Tout simplement, là, vous le voyez, on est comme je vous l'ai dit, dans une vague de rebond. À un moment donné, cette vague de rebond, elle va stabiliser, elle va buter. Très probablement sur cette zone de résistance. Vous voyez que cette zone de résistance, c'est l'endroit ici où on a eu la dernière consolidation en plein milieu du range. Et ensuite, on a eu la cassure de ce gros range par le bas. Donc, boum, là on arrive sur ces niveaux durs. Donc là, en principe, il devrait y avoir beaucoup moins de velléité, beaucoup moins de force de la part des acheteurs. Donc là, ça devrait consolider pendant plusieurs semaines. En principe, pendant le mois de février, là, on devrait arriver sur un niveau de point dur. Et ce qui va nous intéresser, nous, ça va être la sortie de cette consolidation. Si on sort par le haut, ça voudra dire que on a réintégré le range et on valide et on repart sur un mouvement d'impulsion au sein du range et peut-être un bull market par la suite. Par contre, si on part par le bas, là, ça va être la vraie première vague en principe de bear market, de marché baissier. Donc là, au vu de la force de cette barre là en fin de semaine, je suis repassé un petit peu optimiste. Enfin, j'ai quelques espoirs pour que cette consolidation qui devrait se mettre en place au courant du mois de février puisse casser par le haut et nous délivrer un nouveau marché baissier haussier. Je l'espère. Si on regarde simplement l'analyse technique et le comportement de l'indice SP500, c'est craignos. Franchement, c'est craignos. Depuis qu'on a eu ce signal-là, mi-décembre, c'est vraiment craignos. Là, on reste graphiquement dans un simple rebond technique avant le fait d'enclencher le nouveau marché baissier. Cependant, voilà, on peut garder quelques espoirs. Ça va vraiment se jouer ici, sur ce range. Encore une fois, le Nasdaq est dans le même genre de situation, donc il faut vraiment aligner ses analyses sur plusieurs indices. Ça nous évite de faire des erreurs sur des signaux. Quand tous les signaux sont analysés et envoient le même type de signal, ça veut dire qu'on a un vrai sentiment de marché qui est propre et qui est net. Donc le Nasdaq, vous le voyez, il est dans la même situation que le SP500. On a cassé par le bas le range, donc signal de marché baissier.
qui est enclenché depuis décembre. Là, on est simplement dans une remontée au sein de ce statut de marché baissier. Et par contre, là, si au mois de février, on consolide, on casse par le haut, on se retrouvera à nouveau en situation de range. Si on casse par le bas, attention, ça risque de décoiffer sur un nouveau marché baissier. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Vous le voyez, là aussi, on a réintégré le range. Pour autant, à mon sens, il faut pas repartir du principe qu'on est dans un range, puisque quand on se retrouve avec un signal de marché baissier, on a une nouvelle variable qui entre en jeu, c'est la volatilité, et le fait que sur 1-2 semaines, on a réintégré le range, c'est simplement une variable volatilité. Pour qu'on annule, en vérité c'est ça, pour qu'on annule le signal de marché baissier, il faut simplement qu'on ait une consolidation, donc ce que je vous ai mis dans le carré ici, et qu'on casse par le haut cette consolidation. C'est la seule façon d'annuler un signal de marché baissier, c'est de l'annuler par un point d'inflexion à la hausse. Donc ce point d'inflexion, il faut que ça consolide et que ça recasse. Donc ça va pas être demain que ça va arriver, il va falloir plusieurs semaines. Mais voilà, je vous explique un petit peu quoi observer pour passer d'un état baissier à un état neutre en range, voilà. Donc pour le CAC, petite et moyenne capitalisation, pareil, vous le voyez, on est toujours dans une séquence de marché baissier. On a eu cette belle vague, cette vague de remontée qui est de la simple volatilité. Là, si on consolide et qu'on recasse par le bas, à nouveau, ça risque de faire très 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 mal sur les petites et moyennes capitalisations. Si on consolide là au cours du mois de février-mars et qu'on casse par le haut, ça veut dire que potentiellement le bear market ne serait plus d'actualité. Encore une fois, on en est très très loin. Pour le moment, on reste sur bear market, marché baissier et simple hausse avec beaucoup de volatilité. Et enfin sur le DAX, l'indice allemand, même genre de situation, sauf que là, pour le coup, on n'a pas du tout réintégré l'épaule tête-épaule, le range. Vous voyez, là, on est simplement dans un rebond technique. Donc là, on est vraiment bear market, bear market. Encore une fois, pour que ce signal de bear market soit invalidé, il faut que l'on trace une consolidation dans cette petite boîte et qu'on la casse par le haut. Et si ça arrive sur tous les indices, autant américains qu'européens, on pourra partir du principe qu'on est sorti d'affaires pour l'année 2019. Mais ce n'est pas encore du tout le cas. Là, la simple indication qu'on a eue mercredi, jeudi et même vendredi, c'est que nos screeners américains, pas vraiment européens, plus américains, se sont chargés. Ça faisait plusieurs mois que ce n'était pas arrivé. Donc, à tous ceux qui font du swing trading, que ce soit en daily, en hebdo, vous pouvez vous remettre à relancer vos screeners, à surveiller un petit peu ce qui se passe. Si vous trouvez de belles opportunités, ayez vraiment un money management très défensif et soyez très qualitatif sur les opportunités que vous allez mettre en portefeuille. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous la voyez, cette vague là, cette énorme vague, elle est on est toujours à la baisse. On est toujours dans un flux de décharge, on n'est pas dans un énorme bull market, on est dans un marché, actuellement on est toujours dans un marché baissier avec simplement une impulsion, une vague haussière à l'intérieur d'un énorme mouvement de baisse. Donc quand on garde ça à l'esprit, on sait qu'on n'a pas une forte espérance de gain de notre côté, on sait que les probabilités ne sont pas de notre côté, donc il faut vraiment rester sur la défensive. Ma meilleure recommandation, c'est limite rester cash en attendant qu'on ait ce fameux signal d'invalidation du marché baissier. Et il faut que ce signal soit enregistré sur toutes les places boursières, à la fois en Europe, à la fois aux États-Unis. Pour le moment, on n'y est pas. Je vous ai simplement mis les deux scénarios potentiels. Je vous rappelle que le job du trader, ce n'est pas un job d'analyste. On s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort. Simplement, quand on a raison, on veut avoir raison fort. Quand on a tort, on veut avoir tort faiblement. Et ça signifie quoi? Ça signifie que ce qui sépare l'analyste du trader, c'est le money management. Le trader, 7 fois sur 10, quand il entre sur un trade, il va rien se passer. Ça va peut-être un petit peu monter pour redescendre, ça va peut-être redescendre pour se clôturer avec une petite perte, mais grosso modo, 7 fois sur 10, il va rien se passer d'intéressant. Pourtant, lui, à chaque fois qu'il entre sur l'un de ses 10 trades, il espère qu'il y a un gros décalage à la moyenne. Mais voilà, personne ne lit dans l'avenir. On sait juste qu'on s'expose à des situations avec des accidents positifs de richesse potentiels. Mais ça ne veut pas dire parce que
on a acheté, on a posé un pari que ça va forcément arriver sur ce pari-là. En moyenne, c'est voilà, 6 à 7 fois sur 10, il ne se passe rien. Donc, il faut vraiment évoluer avec cette vision en tête que 7 fois sur 10, il ne va rien se passer sur nos trades et que 3 fois sur 10, on va effectivement avoir un beau décalage à la moyenne. L'analyste, lui, à contrario, il va tout simplement, je regarde si ça enregistre, c'est bon. L'analyste, tout simplement, lui, il va essayer d'avoir raison tout le temps. Donc, il va vous justifier par A plus B pourquoi il s'est trompé, parce que finalement, il y a eu telle variable micro ou macroéconomique qui est venue fausser son objectif ou son analyse. Il a dit que ça allait monter, finalement, ça a baissé et inversement. L'analyste, il va simplement justifier, donc c'est tout ce qu'on entend sur BFM et dans les grandes émissions télévisées spécialisées. Il vous explique que c'est la crise ou que c'est le nouveau marché haussier, etc. Et ils vont toujours essayer de trouver des arguments pour appuyer leur thèse. Le trader, lui, il s'en fout. Il s'en fout de tout ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est les 3 fois sur 10 où il a raison, il veut juste avoir raison fort. Et les 7 fois sur 10 où il a tort, où il se passe rien, il veut juste avoir tort très faiblement. Et ça, c'est simplement le money management qui va faire la différence. À l'analyse du marché des cryptos, on va commencer par l'IOS contre le dollar américain. Vous vous en souvenez quand je vous ai parlé de cette contraction de la volatilité là pendant ces 1, 2, 3, allez 4 séances au mois d'octobre 2018 en vous disant, donc on était ici à la fin de cette semaine, attention, là il y a une très forte contraction de la volatilité et des prix. Si ça part par le haut ou par le bas, quoi qu'il arrive, le sens de la cassure va nous donner très probablement un énorme décalage à la moyenne, donc une énorme vague de hausse ou de baisse sur les prix. Et donc ça a cassé par le bas, donc c'était 3 jours après. 3 jours après, ça a cassé par le bas et là, boum! Regardez ce qui est en train de se passer à nouveau sur l'IOS. On a une contraction de la volatilité, une contraction des fluctuations des prix qui est absolument anormale au vu de la volatilité habituelle de cet actif. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on casse par le haut, en principe, la remontée devrait être au-dessus même du triangle. Hein. On devrait aller même carrément chercher la résistance très très rapidement. Par contre, si on casse par le bas, alors là, la vague de déconfiture, ce sera tout simplement la nouvelle vague de baisse du cycle baissier engagé sur l'IOS et de manière générale sur les crypto-devises depuis le milieu du mois de novembre. Donc là, à l'issue de cette cassure, de cette petite contraction des prix, ça va nous donner le tempo, la semaine, la barre hebdomadaire qui va casser par le haut ou par le bas va nous donner en principe la bonne direction de la puissante vague qui nous attend sur l'IOS. Et vous allez voir sur le Bitcoin, on est dans le même genre de situation. Alors là, la consolidation, vous le voyez ici, elle avait duré 3 semaines. C'était extrêmement serré. Là, ça a duré que 2 semaines. Cependant, on est quand même dans un flux baissier, alors qu'à l'époque, on était dans un énorme range. Ça signifie que là, on est en train de casser par le bas cette semaine, ce petit range très tight. Donc en principe, là, la direction devrait être lancée vers le sud. On va aller voir en journalier ce qui se passe. En journalier, vous le voyez, on a un beau triangle chartiste. Au sein de ce triangle chartiste qui a été cassé donc pendant la séance du lundi 28 janvier, j'en ai parlé sur ma chaîne Telegram, je vous ai mis le lien en descriptif. Vous pouvez suivre un petit peu l'actualité, je vous parle aussi des signaux en temps réel sur les marchés. Donc on a cassé par le bas. On a validé le signal juste le lendemain, là, en faisant un petit peu un nouveau plus bas. Donc, en journalier, là, la tendance baissière est lancée. Est-ce que ça veut dire que obligatoirement on va baisser en ligne droite? Non. Est-ce que ça veut dire que ce signal ne peut pas être invalidé? Non. Comme je vous l'expliquais juste avant dans l'analyse des indices, un trader, par rapport à un analyste, ce qui le différencie, c'est que, on va dire, 7 fois sur 10, quand il prend ce genre de trade, ça ne va aller nulle part. Mais les 3 fois sur 10 où il a raison, il va avoir raison très fort. Et quand on dit il va avoir raison très fort, ça veut dire qu'il va s'exposer à un décalage à la moyenne qui va être très important, de l'ordre de ce genre d'amplitude. Si vous avez pris une position à la baisse ici, vous allez espérer une grosse amplitude des prix. Par contre, si vous vous trompez, vous allez très vite sortir. Donc, vous êtes prêt à risquer cette taille d'amplitude pour prendre cette taille d'amplitude en gain. Donc, si vous répétez ça
tout le temps, de manière répétée sur 500, 1000, 2000, 3000 trades, eh bien, à la fin, si vous avez 30% de trades qui sont exécutés en perte avec cette petite taille-là, 40%, on va dire 35% exécutés en perte avec cette petite taille de perte, 35% exécutés flat, c'est-à-dire que là, ça fait mine de partir. Vous, très rapidement, vous descendez votre stop sur le break-even pour sécuriser votre position. Finalement, le mouvement ne part pas vraiment et se retourne. Vous sortez flat sans perte ni gain. Ça va vous arriver probablement dans 35% des cas si vous avez un bon plan de trade et que vous êtes très organisé. Et les 35% de cas restants, enfin les 33%, c'est 33, 33, 33. Les 33% restants, eh bien, ça va vous exposer tout simplement à des gros décalages à la moyenne et vous allez vraiment gagner votre pain là-dessus. Et ça, c'est la réalité des marchés. La réalité des marchés, c'est pas de faire 100% de trade gagnant. C'est simplement quand on gagne fort. Quand on perd, on gagne faible. On perd faible. Donc là, vous le voyez, hein, le signal est lancé, en tout cas sur le Bitcoin en journalier. On a le signal qui est lancé, il peut très bien s'invalider. En tout cas, là, l'occurrence espérance de gain est en la faveur du trader pour un trade baissier. Encore une fois, utilisez un money management, c'est-à-dire que évitez de risquer plus de 1% de votre capital sur chaque trade de manière générale, peu importe que l'on parle de crypto, de commodities, de forex, d'actions, d'indices, de ce que vous voulez. Un trade, c'est rarement ou jamais plus de 1% de risque de perte. Donc, c'est-à-dire que si vous rentrez là à la baisse et que vous avez un stop ici ou ici, eh bien, si les cours se remettent à remonter, eh bien, le moment où vous allez revendre en perte, enfin, vous allez racheter votre position en perte, il ne faut pas que vous ayez perdu sur votre capital global plus de 1%. Donc, c'est à vous d'apprendre à sizer votre position. Ça se fait avec un journal de trading. Tout ça, je vous l'explique sur le blog. Vous pouvez télécharger le journal de trading, etc. C'est gratuit. Donc, voilà, ça, c'est pour le Bitcoin. On va repasser en hebdomadaire et on va aller voir ce qui se passe sur l'Ether. Donc, l'Ethereum, il est pareil. Il est orienté à la baisse, lui. Il est dans de la volatilité. Donc là, voilà, c'est de toute façon tout le marché des cryptos globalement est en mode décharge. On est dans un cycle de baisse actuellement, donc il faut être patient pour tous ceux qui veulent en acheter pour démultiplier leur compte. C'est pas maintenant qu'il faut acheter et quand ces signaux d'achat viendront, vous inquiétez pas, on en parlera sur cette chaîne. Mais pour cela, il faut la suivre de manière assidue et hebdomadaire tous les samedis. Donc je vous rappelle que je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo. C'est un replay d'une webconférence que j'ai donnée et qui vous explique comment tout simplement swing trader les marchés. Vous allez avoir une super conférence avec une session de questions-réponses, un gros PDF qui résume et qui condense tout ça. Donc simplement inscrivez-vous, vous avez besoin d'entrer votre email, vous recevrez la webconférence et le manuel de cette webconférence directement sur votre adresse email. Et puis si vous avez des questions en plus par la suite, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Là aussi, j'y réponds toujours dans la journée ou sous 24 heures. Donc on se retrouve juste derrière pour cette webconférence consacrée aux 5 phases du trader débutant au trader rentable. Je vous raconte mon histoire vécue et je vous donne mes meilleurs conseils pour affronter la phase 1, la 2, la 3, la 4 et ça vous permettra aussi de vous situer vous pour savoir dans laquelle de ces 5 phases vous vous retrouvez et vous vous trouvez.